Il faut savoir que chez l'homme, le développement cérébral dure jusqu'à peu près 25 ans. Donc dans un cerveau adolescent, en fait, il se passe énormément de processus de maturation. C'est-à-dire qu'en fait, un cerveau adolescent est hyper connecté. Alors, il y a beaucoup de connexions entre les neurones et finalement, une maturation importante, ça va être d'élaguer, de supprimer toutes les connexions qui servent à rien. L'autre processus important, ça va être la myélinisation, c'est-à-dire qu'on va améliorer le câblage pour que la circulation de l'information nerveuse soit de plus en plus rapide et efficiente. Et en fait, les substances vont venir perturber tous ces mécanismes qui se passent jusqu'à l'âge quand même de 25 ans, donc ça veut dire un âge suffisamment avancé. Et en fait, les substances qui modifient ces mécanismes vont avoir un impact à long terme parce qu'elles perturbent ces processus qui sont importants en fait dans l'apprentissage et la mémorisation, puisque l'adolescence se caractérise aussi par le fait que notre cerveau, il mature beaucoup, mais il est en forte capacité on appelle ça la plasticité, d'être en mesure d'apprendre vraiment de nouvelles informations qui nous servent finalement à adapter nos comportements la vie entière. Et puis l'autre chose importante, c'est que la maturation, c'est aussi un problème au niveau du circuit cérébral de la récompense. Donc c'est un circuit qui est activé par les drogues et des résultats ont montré de manière très intéressante vraiment que l'adolescence, on a un pic de sensibilité de ce circuit cérébral de la récompense. Ça veut dire que quand on est adolescent, on peut être plus sensible aux effets des drogues ou aux comportements qui nous procurent du plaisir. Donc ça, c'est vraiment très important. On est vulnérable parce que notre circuit cérébral de la récompense est plus sensible, parce que c'est un moment important de développement et de maturation cérébrale, à un moment aussi, pour finir, où le cerveau, ce qui est très important de savoir, c'est que ce qui va maturer en dernier, c'est les régions corticales frontales qui sont impliquées dans le contrôle du comportement. Donc en fait, l'adolescence, on est hypersensible aux drogues ou aux comportements qui procurent du plaisir à un moment où on est le moins capable de freiner un comportement et de contrôler son comportement, et où aussi on a un circuit émotionnel qui fonctionne à plein régime. On est hypersensible, on contrôle moins son comportement et on a des difficultés à gérer ses émotions parce que lui, il est mature, le système qui gère les émotions. Le circuit mésocorticolimbique ou le circuit cérébral de la récompense, donc les drogues vont activer ce circuit et procurer du plaisir. Mais le plaisir n'explique pas l'addiction. Le plaisir va expliquer pourquoi on a tendance à reconsommer les substances. Ensuite, ce qui se passe justement, c'est qu'on répète son comportement et consommer des substances de manière chronique entraîne des neuroadaptations. Et si au départ, finalement, on va consommer les substances parce qu'elles nous font du bien, au bout d'un certain moment, ces neuroadaptations vont aussi impliquer d'autres structures dans le cerveau qui sont impliquées, par exemple, dans les émotions, dans le stress, dans les apprentissages, dans les émotions. Et donc finalement, après une consommation chronique de substances, on va avoir ces adaptations qui vont entrer en jeu et qui vont participer à ce qu'on appelle le renforcement, cette fois-ci négatif. C'est-à-dire qu'on va plutôt consommer les substances pour se soulager d'effets négatifs à ne pas consommer la substance. Donc il y a une bascule qui se fait. Renforcement positif, renforcement négatif. Les neuroadaptations vont concerner aussi l'axe du stress. Et on sait que le stress est un facteur très important dans l'initiation des consommations, le maintien des consommations et la rechute. Les adaptations ou processus opposants, le cerveau c'est une des plus belles machines à s'adapter à un perturbateur extérieur ou interne, va essayer de contrer tous les effets de la substance. Et malheureusement, on va contrer ces effets-là au niveau du circuit cérébral de la récompense, donc ce qui va expliquer qu'on va avoir un effondrement du système, et pour stimuler le système, il va falloir consommer de plus en plus de substances, un phénomène de tolérance, de sensibilisation. Et puis les adaptations, donc c'est émotionnel, parce que ce qui va caractériser l'addiction, c'est aussi un état émotionnel négatif qui se développe. Donc renforcement négatif, je ne me sens pas bien, je consomme. Et puis la perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on a une hypoactivité induite par les substances, hypoactivité des régions frontales qui nous aident à contrôler notre comportement. Donc vraiment c'est multifactoriel, c'est à la fois la récompense, rien ne va plus, on ne peut plus contrôler, ça prend le contrôle, c'est ce circuit qui prend le contrôle du comportement, on ne peut plus freiner et on a un axe du stress qui est activé et qui pousse à nouveau à consommer. Donc c'est vraiment
multidimensionnel, je dirais, et on comprend mieux la difficulté à se sortir d'une addiction parce que c'est le cerveau qui est contrôlé par les substances. On gère mal ses émotions et on contrôle plus son comportement. Numéro 1, c'est la prévention. On parle d'une addiction comme d'une spirale, comme d'un cercle vicieux. Ça sous-entend vraiment le fait que c'est très difficile de se sortir d'une addiction. Ça va demander du soutien psychologique. Si c'est grave, une pharmacothérapie également, des médicaments et une psychothérapie. Retrouver de la capacité de contrôle. Donc ça, c'est tout l'intérêt des psychothérapies. Il va falloir aider à reprendre le contrôle de ce comportement. Et puis retrouver des plaisirs autres que le comportement qui a entraîné l'addiction ou la consommation de la substance. Donc ça, c'est difficile, puisqu'on a dérégulé complètement le circuit cérébral de la récompense. Donc il faut reprendre le contrôle du comportement, trouver d'autres sources de plaisir, lutter contre le stress, puisque le stress va être un facteur précipitant, maintenir les consommations, la rechute, et puis le côté émotionnel. Les émotions négatives notamment vont pousser. Voilà, donc c'est vraiment l'appareil, se sortir d'une addiction, c'est compliqué, ça va demander une assistance médicale, familiale, et jouer sur différentes composantes. C'est d'abord l'aspect social, parce que le problème majeur c'est les interactions sociales, familiales, professionnelles, donc alors, retrouver ce confort de vie, cette qualité de vie, et puis ensuite retrouver du contrôle sur ses comportements en général, gérer son comportement. Et puis l'aspect émotionnel également, retrouver être en capacité de gérer ses émotions et d'avoir à nouveau des stratégies qui permettent d'éviter de retomber dans l'addiction, puisqu'une particularité aussi, je pense qu'on peut dire quand même que l'addiction c'est quelque chose, une fois que l'addiction est induite, c'est difficile de s'en sortir et on est dépendant à vie. Le cerveau est modifié, il réagit en fait, j'en ai pas parlé, mais des phénomènes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va réagir très rapidement à des indices dans l'environnement qui nous rappellent la substance ou l'effet de la substance ou du comportement. Et ça redéclenche de manière réflexe l'envie de consommer. Donc vous voyez qu'il y a des phénomènes d'apprentissage, c'est difficile de lutter. Et on peut retomber dans l'addiction, dans des consommations excessives à tout moment dans la vie. Donc ça c'est important aussi d'en être conscient. C'est pour ça que le meilleur moyen c'est de prévenir vraiment l'apparition des addictions. J'aurais tendance à dire oui et non. Alcool comme les autres parce que il y a de l'éthanol. Et l'éthanol, de l'alcool. L'alcool, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est une drogue. Okay, c'est une molécule cancérigène, toxique pour l'organisme, pour le foie et le cerveau en particulier. Alors en quoi elle est différente ? Elle est différente parce que c'est vrai qu'elle a eu aussi un statut particulier puisqu'on l'a introduite un petit peu dans la consommation humaine. Comme une boisson socialement acceptable. Pourquoi ? Parce qu'au départ, la bière, c'était une boisson avec un degré d'alcool faible. Donc c'était socialement accepté finalement de pouvoir boire une boisson sans être ivre trop rapidement. Ensuite, elle a des particularités, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup de substances carbonées qui vont perturber l'homéostasie du sucre, la glycémie. Quand on boit une bière, il faut le savoir, je pense que les diabétiques le savent par exemple, on peut avoir un pic d'insuline, un pic de sucre, un pic de glycémie et un pic d'insuline. Donc ça, il faut se méfier un petit peu de ces effets particuliers qui sont particuliers à la bière comparativement au vin ou au spiritueux. Et puis, je dirais qu'elle est comme les autres boissons, parce qu'elle est aussi responsable de l'addiction. Beaucoup de patients addicts consomment des grandes quantités aussi de bière. D'accord ? Il y a du vin et des spiritueux, mais il y a aussi de la bière. Et puis elle a un statut particulier aussi auprès des jeunes. Effectivement, quand on est jeune, on apprend très très vite. On nous fait croire aussi que la bière, j'ai entendu ça très souvent, ce qui me faisait hurler, que la bière serait une très bonne solution pour se réhydrater après un effort sportif. Or, il y a eu des études scientifiques là-dessus, mais j'ai été étonné de constater ça, c'est-à-dire que à une époque où je m'intéressais aussi à faire de la prévention au milieu sportif, des enfants, des ados, vous disaient que la bière c'était la meilleure solution de réhydratation. Bon, c'est complètement faux, en plus il y a des études scientifiques qui l'ont montré, on ne peut pas dire que c'est une bonne solution de réhydratation.
Tout simplement parce que l'alcool qui est dans la bière, c'est un diurétique. Quand vous buvez de l'alcool, alors ça c'est magique, j'explique souvent ça aux étudiants, vous avez un effet diurétique. C'est-à-dire qu'on a l'impression de boire beaucoup d'eau avec de la bière, mais en fait non, puisqu'il y a un effet diurétique, donc vous perdez plus d'eau que vous n'en gagnez avec la bière. Et puis autre chose, c'est qu'on voit que le statut de la bière a évolué et que finalement ça devient une boisson aussi, je dirais aussi dangereuse que les autres parce qu'on fait des bières très fortes. D'accord, je suis très effaré de constater que certains jeunes me disent voilà, on consomme des bières, mais bon, c'est moins grave, etc. Ils me disent qu'ils boivent des bières à 13 degrés, etc. Je suis obligé de leur expliquer. Mais attention, il y a plusieurs unités dans une bière à 13 degrés. Et on a des bières très fortes qui ont été développées jusqu'à 20 degrés, 15 degrés d'alcool, 20 degrés d'alcool, donc hyper dangereux, avec des volumes très grands, fortement concentrés, vraiment beaucoup d'unités d'alcool dans ces boissons. Et ça nous a fait un petit peu hurler dans le domaine parce que c'est vraiment à viser limite de facilitation, de promotion du binge drinking et des consommations, des très fortes consommations d'alcool par les jeunes. Donc je dirais attention, un statut oui, particulier de la bière, boisson qui apparaît un petit peu sans danger comme ça, mais qui en fait je trouve a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs.